Aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec une avocate, femme d'affaires et auteure qui a su se démarquer autant dans le monde du showbiz que dans le monde des affaires. Un peu plus tard, on aura notre coach Normand Laudia qui va nous donner quelques conseils sur comment faire un sacré bon ménage à notre agenda. Et pour conclure, j'aurai une recommandation à vous faire d'une conférence qui va avoir lieu à Laval. Bienvenue à Motivation Québec, le show. Bien que mon invitée soit avocate de formation, c'est dans le monde du showbiz qu'elle s'est fait connaître en tant que productrice et gérante d'artistes. On lui doit en grande partie le succès de plusieurs artistes tels que Corneille, Danny Bédard, Jonas et plusieurs autres. Aujourd'hui, elle se consacre au leadership au féminin grâce à ses conférences et son livre. Janie Duquette, bienvenue à Motivation Québec. Merci Cédric, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, tu peux me tutoyer. Je n'ai que 22 ans, s'il te plaît, Janie. Je dis vous, votre équipe, à ton émission, Cédric. Ça me fait plaisir. Bien, écoute, merci, Janie. Pour les gens qui ne te connaissent pas, donne-nous une introduction de toi. Tu es avocate de formation. Tout à coup, après, tu es allée dans le showbiz. Après, tu as décidé de partir tes affaires. Tu sais, c'est pas venu comme par hasard, comme ça. La passion du show business, je pense qu'on partage ça tous les deux. Je l'ai depuis que je suis toute jeune. Ah oui? J'étais passionnée par le show business. Il n'y avait personne dans ma famille qui touchait à ça, ni de près ni de loin. Il n'y avait pas d'entrepreneur non plus. Sauf que ma passion m'a fait graviter autour de ce métier-là très jeune. Puis en fait, pendant que j'ai fait mon cégep, mon université, je travaillais dans un endroit où il y avait de la musique, il y avait des groupes de musique. C'était ma job d'étudiant. Tu sais, donc, c'est sûr que la jeune avocate qui travaille dans un grand cabinet, quand Donald K. Donald m'a offert de devenir présidente de sa compagnie, j'avais juste 28 ans. 28 ans du haut de ma naïveté et mon ambition. C'était une chance inouïe, mais la chance, c'est quoi? C'est la préparation qui rencontre l'opportunité. J'étais prête, c'était un milieu que je connaissais, c'était un langage que je connaissais, j'étais passionnée de musique. Donc, je me retrouvais pas dans quelque chose que je connaissais pas. Si j'étais débarquée du grand bureau direct dans une grosse entreprise de musique où tu diriges des équipes de musiciens, de techniciens, mon premier défi, c'était le groupe La Chicane, qui était un band de Val-d'Or. Tu sais, il fallait que je sache comment naviguer avec du monde comme ça un peu pour y trouver, pour faire ma place. Donc, j'ai commencé dans ce métier-là comme une grande passionnée. Je dis naïve parce que être patronne à cet âge-là, c'était tout un défi. Un défi que j'espère, j'ai su surmonter. Mais parce que 15 ans plus tard, là, la plupart des artistes avec qui j'ai eu la chance de travailler ont eu des carrières extraordinaires et en ont encore. Là. On parle de Corneille, Danny Bédard. Et donc, je pense que c'est une chance, mais j'étais bien préparée. Mais j'imagine qu'à 28 ans, étant à la barre d'une compagnie, j'imagine que dans ce temps-là, à cette époque-là, même si c'est récemment, il y a quelques années, tu devais avoir quand même, quoi, une dizaine d'années, quinzaine d'années? Une quinzaine d'années. Est-ce qu'il y avait des préjugés auxquels tu faisais face? Des gens qui disaient « Ah, c'est une jeune blonde, jolie, cute. C'est clair, c'est clair. Puis tu sais, je dis souvent, le pouvoir, j'ai pas dû lutter pour accéder. Parce que je rêvais de faire du show business. Jamais j'aurais pensé que je ferais mes premiers pas dans le milieu comme PDG. Donc, j'ai pas lutté pour accéder, mais j'ai dû lutter pour garder ma position, puis pour imposer mon autorité, puis pour pouvoir construire, puis créer des projets avec beaucoup de gens d'une équipe. Fait que oui, c'est sûr que le fait que je savais pas à quel point ça pouvait être difficile, tu sais, on se perçoit pas nous-mêmes, disons, tu sais. Moi, j'y allais avec mon cœur, puis j'y allais fort. Ça m'a aidée. Tu sais, il y a certains obstacles que si j'avais su, si je avais pu les comprendre comme je les comprends aujourd'hui, j'aurais peut-être eu plus peur, tu sais. Sauf que oui, c'est sûr, il y a encore des doubles standards, il y a encore des choses qui sont plus difficiles pour une fille, mais moi, j'ai choisi d'aborder les choses en me demandant qu'est-ce qui est plus facile quand tu es une fille. C'est quoi mon avantage d'être un leader féminin? Puis c'est pour ça que
à l'âge de 40 ans, 15 ans plus tard, plus ou moins 15 ans plus tard, il y a quelqu'un qui m'a suggéré, parce que moi, je dis, j'étais une des premières patronnes, tu sais, dans mon milieu, mais je sens que les filles, on se voyait de loin, puis on se comprenait de loin. Puis j'en suis témoin, Janie, parce que mon père, Éric Rémy, je l'ai suivi dans des spectacles, un peu partout, dans des événements de showbiz. Et je dois t'avouer qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient soit gérants d'artistes, qui étaient producteurs, réalisateurs. Il y avait peu de femmes. Et toi, t'es une des pionnières femmes productrices au Québec. Il faut quand même considérer le fait que tu es une des premières au Québec qui t'a su apporter ce mouvement de femmes aujourd'hui qui sont réalisatrices, productrices, qui sont, bref, dans le domaine du showbiz et qui ont un poste important? Mais il y en avait d'autres. Sauf que les Moins femmes n'avaient visible. pas beaucoup de lumière. Parce qu'une femme qui veut prendre la lumière, c'est souvent mal vu. Alors, il faut... Et tu sais, généralement, les filles restent plus low profile. Il y a des filles qui ont eu ce métier-là avant moi, mais qui n'ont pas voulu en parler trop. Disons que j'ai eu une démarche un peu plus... Moi, je travaillais avec Donald, qui était le roi de l'autopromotion. Tu sais, si Donald était capable de faire des projets, il fallait que son nom soit synonyme de gagnant. Fait que cette recette-là, j'ai essayé de l'appliquer à moi aussi, parce que ça a bien fonctionné pour lui, à savoir, si je m'engage dans un projet, je veux que ça veuille dire que c'est un projet qui va être gagnant. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'il y a eu certaines femmes, peu de femmes, il y a quelqu'un qui m'a convaincue, pourquoi tu ne prends pas tous les trucs puis les astuces que tu as su développer au fil des années, mais aussi toutes les erreurs que j'ai faites, parce que Dieu sait que j'en ai faites. Puis pourquoi tu ne rassembles pas ça dans un livre? Peut-être pour éviter à certaines jeunes femmes, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein, leur éviter certains détours, leur donner des astuces, Tu parles des de ton conseils. livre, Les 7 clés du leadership féminin. Je voulais en parler, tu m'as devancé, mais tant mieux parce que c'est ce que je veux parler, du leadership, autant au masculin qu'au féminin, mais on va y aller en premier au féminin. Tu dis justement les trucs que tu as rassemblés pour justement en venir à écrire un livre et éventuellement faire des conférences. Quelles sont les clés qui t'ont servi dans ta vie à te démarquer en tant que femme entrepreneur? En fait, je pense qu'on est au début de l'éclosion du potentiel féminin. Parce que les filles, avant, ce qu'on faisait, c'est que pour faire notre place dans le milieu du travail, on faisait les choses comme les modèles qu'on avait eus, donc comme les gars. Mais je me suis rendu compte assez vite que si je faisais les mêmes affaires qu'un gars, ça fonctionnait pas. Parce que, on n'est pas pareil. On est différent. On est fait différent, pas pour rien. La meilleure équipe, c'est un gars, une fille, ensemble, qui font les choses à leur plein potentiel. Alors, la première chose que j'ai réalisée, c'est le fait que je sois une fille, c'est un avantage. Parce que je peux voir les choses d'une nouvelle façon. J'ai choisi des artistes, des artistes que les femmes aimaient. Moi, j'étais un bon public. Hein? Puis c'était qui le public qui achetait des CD puis qui allait voir des shows à cette époque-là? C'était des filles comme moi. Alors, je leur ai servi des choses que moi, j'allais aimer. Puis c'est ce qui m'a permis de me démarquer à l'époque. Tu sais, parce que, bon, maintenant, il y a beaucoup de transformations dans le milieu de la musique, mais tu sais, à l'époque où il y avait Boom Desjardins, Danny Bédard, Corneille puis Jonas, ça faisait tous des festivals en même temps. Je te dis que ça roulait fort puis ça allait bien. Je pense que ce qui m'a aidée, c'est d'être une fille parce que j'étais un bon public. Et puis aussi, on parle pas beaucoup de ça, mais je veux quand même qu'on exploite ce sujet-là, l'intuition. Parce que pour faire connaître ces vedettes-là qui, avant, n'étaient que des simples artistes, tu as dû exploiter ton intuition. À quoi ça t'a servi? Jusqu'à où ça a pu t'emmener? Quel impact ça t'a apporté d'avoir cette intuition-là? Mais l'intuition, on en a tous, mais on ne l'écoute pas tout le temps. J'avais la chance d'être dans un métier où l'intuition joue un grand rôle. Parce que qu'est-ce que ça fait quand tu écoutes 15 tonnes en ligne? Qu'est-ce qui fait que tu dis c'est celle-là? C'est celle-là sur laquelle on va miser, c'est celle-là sur laquelle on va faire une vidéo, ça va être un hit. Ça, puis l'intuition, veut pas, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose d'un petit peu plus, très différent du rationnel. Moi, je faisais pas d'analyse là, comparative puis de rapport stratégique. C'est à force d'écouter des choses en boucle, à un moment donné, je me disais, c'est celle-là, le bijou, où il y a des tonnes. La première fois que je l'entendais, je savais que ça allait être géant. Quand Danny Bédard m'a amené faire la paix avec l'amour, je le savais que ça allait être géant. Quand j'ai rencontré Corneille, je dis souvent, je savais pas ce qu'il chantait. Mais je le savais que ça allait être bon. Tu sais, des fois, tu rencontres des êtres exceptionnels, puis tout mon radar interne me disait bip, 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 c'est quelque chose de spécial. Et dernièrement, tu as été, je veux juste faire une petite parenthèse parce que tu parlais de Corneille. Dernièrement, tu as participé à l'expérience Millénia animée par Frédéric Rio. Et tu avais une anecdote assez cocasse concernant Corneille. J'aimerais que tu nous la racontes. Je racontais que, donc, quand j'ai rencontré Corneille, je savais que ça allait être
c'était quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, je connaissais pas sa musique, mais on s'est liés d'amitié. Et à un moment, ça n'a pas été long, je reçois un appel de son gérant qui me dit « Écoute, notre contrat serait peut-être à vendre chez leur producteur. » Les gens ne savent pas, mais Corneille il était sorti 1 an avant au Québec, puis personne n'en avait entendu parler. Ça n'avait pas fonctionné. Alors, je me suis dit, oui, c'est peut-être une opportunité parce que le monde doutait de cette musique-là au Québec. C'était du R&B à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Je me suis dit, écoute, quand il m'appelle, je suis à Rimouski, je m'en vais acheter la cassette. Pour te dire, ça fait longtemps. Je m'en vais acheter la cassette. Je mets la cassette dans l'auto, je m'en vais, j'écoute les tunes, j'arrive à Montréal, je me dis, OK, ça marche. Je rencontre le producteur, on fait le deal. Et là, le vendredi, j'étais en train de me préparer, puis je m'en vais au Francophonie parce que Corneille faisait un show au Francophonie. Et là, ça me frappe. Je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai signé, puis je ne l'ai jamais vu en show. Et là, producteur 101, là, tu ne signes pas d'artiste que tu n'as jamais vu en show. Chanter une tourne dans la douche, c'est facile, mais pendant 1h30 de temps, c'est un muscle, la voix. Il y a bien des gens qui ne sont pas capables de le faire plus que 10, 20 ou 30 minutes. Pour être un artiste qui fait des tournées mondiales, c'est olympique. Il faut que tu sois capable de livrer en concert. Donc, ta carrière aurait pu être moi, je me dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai signé le plus gros chèque que j'ai jamais signé dans ma jeune carrière de productrice. Là, je me dis, d'un coup, qui chante mal, d'un coup, qui bouge comme une patate, d'un coup que... Tu sais, là, j'avais belle l'angoisse avant le show. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Comment j'ai fait pour signer quelqu'un avant de le voir dans un concert? J'arrive au Francophonie ce soir-là. Il y a 15 000 personnes. Il chante comme un dieu. Il bouge comme un dieu. Tout va bien. Je suis contente. C'est un succès. C'est un grand succès. Et là, j'arrive backstage après le show. Et là, le producteur québécois traîne en arrière et dit « Corneille, ça a l'air que tu veux vendre ton deal. » Tes compétiteurs, là. Tous mes compétiteurs, ça a l'air que tu veux vendre ton deal parce qu'eux autres avaient attendu le show avant de lui faire une proposition. Et on s'entend qu'à cette époque-là, j'étais pas la grosse production, compagnie de production que je suis devenue. J'aurais peut-être pas eu le contrat face à mes compétiteurs. Mais là, je l'ai eu, puis je l'ai fait avant. Je l'ai fait basé sur mon intuition parce que j'avais un élan, j'avais quelque chose qui me disait « Tu peux pas manquer cette occasion-là. » Wow, formidable. Alors, je veux parler de ce que tu as fondé récemment, Alma Mater. Oui. Définis-moi ce terme d'Alma Mater et quelle en est sa mission, parce que ça rejoint beaucoup ton livre avec le leadership féminin. Ça ressemble un peu à ce que je faisais avant, c'est-à-dire que c'est toujours de l'événement avec un gros soupçon de show business qui supporte et soutient le leadership au féminin. Okay. Donc, avec Alma Mater, je produis Femmes Ensemble, qui est un grand événement le 8 mars chaque année. Je pense que Marie-Lise Pilote a participé. Marie-Lise Pilote, c'est ma coproductrice. Okay. On fait ça ensemble et on met des personnalités du monde artistique, du monde corporatif et du monde caritatif dans la même salle. Wow. Et on fait un gros party, un grand spectacle qui met en vedette des femmes de cœur, des femmes qui nous font rire, qui nous font pleurer. Il y a de la musique, c'est une soirée. Des femmes québécoises, des leaders québécoises. À ne pas manquer, oui, québécois. Lise Wattier est notre présidente d'honneur cette année. On va avoir Brigitte Boisjoli, on va avoir Marie-Pierre Perrault qui revient cette année, France Castel, India Desjardins, bref, Marianne des femmes Belleville. Inspirantes. Là. Oui, des femmes inspirantes. Il va en avoir. On va être très motivés. On s'est fait dire l'année passée, oh mon Dieu, on est sorti de là tellement boosté, on en avait pour... Mais c'est toujours sur un air de show business. Donc, je fais des conférences aussi. Je fais beaucoup de conférences au niveau du leadership féminin, que ce soit en corporation, dans les écoles. C'est un bon moment pour être une fille. Tu as participé aussi à une conférence TED à Montréal également. Oui, j'ai fait un TED Talk. C'est un défi que je m'étais lancé qui s'appelle The Real Power of Superwoman. Si vous avez envie d'aller le voir. Je l'ai écouté en grande partie, une conférence que tu as faite pendant une vingtaine de minutes en anglais quand même. Félicitations, parfaitement bilingue. Merci. Je suis en train d'écrire la version, mon livre, un livre en anglais qui s'appelle The Real Power of Superwoman. Alors, c'est dans mes projets pour 2016. J'ai quelques autres initiatives qui sont en développement, que je vais annoncer bientôt, qui vont mettre en lumière, encore une fois, des femmes inspirantes, parce que je veux leur donner de la lumière, des filles qui font des choses extraordinaires. Là. Il y en a au mètre carré. Ouais. Maintenant, il faut leur donner de la place. Il faut que les jeunes femmes puissent entendre leur histoire. Et tu sais, Janie, il y a quelques semaines, j'ai reçu Arielle Baudin, qui est la fondatrice de Lori.biz et qui, elle aussi, essaye de promouvoir le leadership au féminin. Et j'ai le goût de te poser la question que je lui ai posée il y a quelques semaines. Est-ce que tu considères que les femmes d'aujourd'hui, les femmes chefs d'entreprise, font des meilleurs, justement, PDG que les hommes? C'est une question piège, mais je veux savoir vraiment ton point de vue, parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui disent que les femmes prennent moins de risques, sont plus attirées vers les objectifs, les résultats, sont plus axées justement vers les résultats.
Je pense que la meilleure équipe, je l'ai dit tantôt, c'est toujours les deux. Mais en ce moment, c'est un bon moment pour être une femme. Puis si moi, j'ai une entreprise à donner à quelqu'un à diriger, je vais choisir une femme, je vais dire pourquoi. Parce qu'en ce moment, la société, notre culture, les fondements de toutes nos corporations ont été pensés et créés par les hommes. On est dans une ère de changement. Cette ère de changement-là aurait besoin d'un peu de vision au féminin pour évoluer. Parce qu'on a été créés, hommes et femmes, parce qu'on a tous les deux des choses à apporter. La vision au féminin, l'apport au féminin, c'est une ressource naturelle qui n'a pas encore été exploitée à son plein potentiel. Alors, avec une petite touche de vision au féminin dans les entreprises, je pense qu'elles vont pouvoir éclore et surtout durer. Parce qu'en ce moment, la survie de beaucoup d'entreprises dépend de la façon dont elles sont structurées. Le consommateur de demain a beaucoup changé. Et ce sont des femmes qui peuvent s'assurer que l'entreprise peut perdurer dans des circonstances comme ça. Alors oui, c'est un bon moment pour être une femme, toujours en alliance avec les hommes. On est dans une ère de complémentarité. On n'est plus dans l'ère de « tassez-vous », nanana. On veut montrer ce qu'on est capable de faire. Ce n'est pas que la femme soit supérieure Pas à du l'homme. tout. Là, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire en restant des femmes. Parce qu'on s'est déguisé pour faire notre place. J'ai fait cette erreur-là, moi aussi. Mais maintenant, c'est temps de faire les choses suivant notre touche féminine en alliance avec les hommes pour avoir les meilleurs résultats possibles pour tout le monde. En terminant notre entrevue, Janie, j'aimerais... Bon, j'ai présenté le livre « Les 7 clés du leadership féminin ». Est-ce que tu peux nous donner un petit teaser, un petit avant-goût en nous disant soit 1, 2 ou 3 clés du leadership féminin pour conseiller les femmes? L'authenticité, arrêter de se déguiser, être une vraie fille ou être la vraie personne que l'on est, pas changer pour faire plaisir à d'autres. L'empathie, avoir le sens de l'autre, mais le sens de soi, l'empathie pour soi-même. On est-tu tanné de s'obliger d'être parfaite, nous les femmes? On peut-tu se dire, j'ai fait des bonnes choses, ça va bien, se féliciter nous-mêmes? C'est facile d'avoir de l'empathie pour les autres, mais pour soi-même, c'est plus difficile. L'intuition, c'en est une, la créativité. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Se donner le droit de plonger dans sa créativité, ça aide beaucoup à aller chercher de l'équilibre dans notre vie, l'équilibre qui nous manque tellement parce qu'on a trop de responsabilités aujourd'hui. Fait que quand on manque un peu d'équilibre, pas nécessairement obligé de tout lâcher puis s'en aller à Bali. Peut-être qu'on peut aller jouer dans notre créativité pour se faire plaisir puis ajouter un petit peu de folie dans notre vie. Donc, 4 des clés, la bonté en est une autre. La bonté, c'est une qualité qui est contagieuse. En fait, quand on pose un geste de bonté envers quelqu'un d'autre, c'est bon pour nous, c'est bon pour la personne qui le reçoit, mais c'est aussi bon pour la personne qui en est témoin. Wow, c'est quelque chose de magnifique et on peut aller chercher beaucoup d'énergie et d'équilibre en ajoutant cette valeur-là dans notre vie de tous les jours, dans toutes les sphères de notre vie, personnelle, professionnelle, familiale. Un leader féminin, c'est pas juste un dirigeant d'entreprise, c'est une femme qui prend des décisions. Et tous les jours, les femmes prennent des décisions très importantes pour leur famille, pour leur bien-être à elles, pour le bien-être des gens avec qui elles travaillent, de leur entreprise, de leur entourage. Wow! Merci beaucoup, Janie, d'avoir participé à mon émission. Si les gens veulent se procurer ton livre, ils n'ont qu'à aller à toutes les librairies, les 7 clés du leadership. Sur mon site aussi. Sur ton site aussi? Sur almamater.com, s'ils veulent un exemplaire dédicacé, ça me fait plaisir. almamater.com, les 7 clés du leadership féminin. Dédicacé. Est-ce qu'il y a des conférences qui s'en viennent? Bon, tu parlais de ton J'ai événement des conférences corporatives qui s'en viennent d'ici la fin de l'année. Je vais annoncer des dates au mois de janvier. Bon, bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Janie. Merci beaucoup, Cédric. On est maintenant rendu à la capsule du coach avec justement Normand Lodiac qui est toujours là à chaque semaine. Normand, il reste 2 épisodes. Mais avant de parler de ta capsule, Janie Duquette, un bel exemple de leadership au féminin, tu trouves pas, pour les Québécoises? Oui, c'est sûr, il faut le leadership au féminin, mais qu'est-ce qu'elle a dit à la fois d'essentiel, c'est qu'elle a un bagage technique. Elle est avocate. Elle est encore avocate d'ailleurs. Mais elle est avocate, puis elle est productrice et gérante d'artistes. C'est assez sortir de sa zone de confort. Moi, je suis ingénieur, justement, puis après, la fois, j'ai fait quoi? Coach, conférencier, formateur et auteur. Elle m'a rappelé une phrase, ça faisait peut-être une dizaine d'années que j'avais entendue, puis je m'en souvenais plus. Elle parle souvent de chance, de chance, de chance. Le facteur chance, oui. Mais elle va définir la chance comme étant lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Puis si les gens écoutent nos capsules, ils vont comprendre qu'une préparation et la vie, il faut nous arriver avec une opportunité. Et ça qu'on va dire, j'ai été chanceux. On s'est préparé à accueillir, on est ouvert justement pour aller chercher. Puis elle dit, dès le début de sa capsule, c'est tellement beau. Et qui dit préparation, dit organisation, dit agenda.
Et aujourd'hui, tu vas nous donner quelques conseils sur comment faire le ménage de notre agenda parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se disent « Ah ben j'ai trop d'affaires qui sont inutiles ou je suis pas capable d'arriver à 24 heures par jour. » Comment qu'on peut faire pour justement faire un ménage de son agenda? J'ai pris l'idée sur une de tes capsules sur Facebook. Tu parles de tes Ah, 5 tu vois mes vidéos sur Facebook? Ouais, super. Puis là, il faut Cédric qui dit, ben moi, là, j'essaie en fois de faire les 5 batailles. Et Oui, je me suis choisi 5 batailles. Ouais, choisis parce que je veux focusser. Puis là, la fois, j'ai choisi les 5 batailles. Je me suis dit, aïe, aïe, il est cadré sur notre capsule numéro 11. Pourquoi? Les gens, là, écoutez parler. Tout est urgent, tout est important, puis ils éteignent des feux. Ils répondent à des urgences des gens, sont aspirés vers, puis tout, au moment donné, sont complètement perdus. C'est des très, très bons clients en coaching. Pourquoi? Parce que les gens viennent me voir en me disant « Non, je suis complètement perdu », parce que c'est pas eux qui prennent le contrôle de leur vie. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, la capsule est technique. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est dans motivationquebec.com sur le site, vous allez pouvoir réécouter la capsule parce qu'elle est technique. Tout est urgent, tout est important, on n'a plus de priorité et qu'est-ce qu'on fait? On est angoissé, on est stressé, on est en burn-out parce qu'on n'a pas le contrôle de notre vie et c'est pas nous qui décident où on va se réaliser, qu'est-ce qu'on va faire de notre mission de vie. OK. Fait comment on peut faire un bon agenda puis mettre nos priorités à la bonne place? Là, on va faire, et là, j'espère qu'à l'écran, on le montre très bien, on va supposer qu'on a 4 priorités parce que souvent, les gens arrivent avec des imprévus. On essaie, dans le fond, de nous faire un plan. On se dit, pour la semaine, je fais un plan. Pour ce soir, je vais faire ça. On a quand même une bonne cédule, une bonne agenda. Il arrive un imprévu, puis on est aspiré. Fait qu'on va comprendre comment, l'outil est puissant, comment gérer des imprévus. Il y a 4 types d'imprévus. Le premier, qu'est-ce qui est urgent et important? Tout le monde comprend ça. Qu'est-ce qui est quoi, pardon? Urgent et important. Ça, c'est le premier carré. Okay. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui est urgent et pas important. On va mettre des cas tantôt. Okay. Fait que le premier carré, urgent, important. Le deuxième, urgent, pas important. Et ensuite, il y a pas urgent, important. Ou si excuse-moi, c'est pas urgent, pas important. Puis après, c'est pas urgent, important. On le comprend à l'écran. On va voir les 4 priorités. Fait que tu comprends, dans le fond, qu'il y a des choses qui sont urgentes et importantes. C'est vraiment urgent. Comme quoi? Urgent. Exemple quoi? Qu'est-ce qui peut être urgent? On comprend, dans le fond, tantôt. Et ça, c'est la colle. C'est le truc, dans le fond, c'est la question piège de tantôt. Fait que je veux pas que tu désamorces. OK. Fait que là, on a 4 priorités. Laquelle que tu mettrais priorité numéro 4? Celle vraiment que l'imprévu, là, je vais te le donner, en fond, comme intuition, dans le sens que le premier élément que tu vas mettre priorité numéro 4, qui n'est pas important, là, tout le monde va comprendre que qu'est-ce qui n'est pas urgent, pas important, c'est facile à enlever. Oui. Fait que si tu te fais un plan, puis il arrive un imprévu, et toi, Cédric, tu dis, ça, c'est pas urgent, c'est pas important, c'est ma priorité numéro 4, et là, on sait très bien que le premier KO qu'on va mettre en bas, c'est pas urgent, pas important. Tout le monde a compris ça. C'est relativement facile. Ouais, mais check. Et là, le carré numéro 3. Ta troisième priorité, ce serait quoi? Là, les gens vont commencer à penser, et là, je vous le donne déjà, c'est qu'est-ce qui est urgent, pas important. Fait que là, vous allez prendre le carré urgent et important, vous allez le mettre déjà en bas, là, en disant, ça, c'est pas une priorité. Pourquoi? Qu'est-ce qui est urgent dans ta vie puis qui n'est pas important? Souvent, c'est l'urgent de quelqu'un d'autre. Un exemple. Tu as planifié de faire ton compte de dépenses ce soir. Ta mère t'appelle, elle dit « Cédric, je me suis acheté un nouveau cadre. J'aimerais ça que tu l'installes ce soir dans mon salon. » Pour te faire aimer, pour ne pas te faire rejeter, tu vas lui dire oui. C'est urgent pour elle. Mais c'est tellement pas important. C'est pas important, mais les gens vont dire « OK, je vais faire mon rapport ou mon compte de dépenses plus tard. » Non. Priorité numéro 3. Fait que quand les gens t'appellent puis c'est urgent, pas important, oublie ça. Mais souvent, on le fait pareil parce qu'on veut pas se culpabiliser. Mais c'est ça, on a peur de ne pas se faire aimer, peur de se faire rejeter. On le fait. Non, ça, là, c'est case numéro 3. Fait que c'est bas dans mes priorités. Et là, la question qui tue, via la page, la question qui tue, quelle est la priorité numéro 2? Et les gens vont me dire, Norm, c'est qu'est-ce qui est important puis pas urgent, sa priorité numéro 2, parce qu'ils gardent la priorité numéro 1, tout ce qui est urgent et important, et vous n'avez pas la bonne réponse. Parce que tout le monde va dire, case numéro 1, normalement, urgent et important. Ben oui. Non. C'est urgent, il faut que je le fasse tout de suite, puis en plus, c'est important. Cédric, tu vas l'aimer, celle-là. C'est que pour moi, c'est la case numéro 2, parce que la case numéro 1 dans ma vie, depuis quelques années, c'est qu'est-ce qui est important, pas urgent. Je te donne un exemple. Passer une fin de semaine avec ta conjointe. C'est important, oui. C'est pas urgent, non. Tu peux le remettre, fais-le. Ah, ouais. Fais-le. Méditer le matin.
Moi, je fais mes lectures le matin, je médite le matin. C'est important, oui. C'est urgent, non, je le fais. Faire de l'exercice aussi. Exactement, faire l'exercice. C'est important, oui, c'est pas urgent. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je vais le faire demain. Tout ce qui est important, pas urgent, pour moi, est en haut de ma tête de liste. Pourquoi? Si je gère mal ce qui est important et pas urgent, tout va devenir urgent et important, puis là, on va commencer à éteindre des feux. Qu'est-ce qui est beau de l'outil, la puissance de l'outil? Moi, c'est Stephen Covey qui l'a fait, cet outil-là. Quand j'ai commencé à réaliser que dans ma vie, que c'était important pour moi, puis pas urgent, il fallait que je le fasse en premier, bien, les urgents et importants, il n'y en avait presque plus dans ma vie. Parce qu'avant, je gérais juste des feux. Tout était urgent, tout était important. Puis je me couchais le soir, là. Puis tu ne pensais pas à toi, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que tu pouvais remettre à demain, mais tu le remettais tellement au jour suivant que tu le faisais jamais. Et c'est des poules pas de tête. Et écoute les gens qui viennent me voir en coaching, ils disent « Norm, je suis angoissé, je suis stressé, je suis en burn-out. Pourquoi? » Ils vont éteindre les feux, puis souvent, c'est même pas leur feu. Ils vont faire ça pour les gens proches, ils vont faire ça pour leur employé, pour leur patron. Urgent, important, urgent, important, urgent, important. Je me dis « Non, time out. Qu'est-ce qui est important pour toi, puis ce qui n'est pas urgent? » Puis avec une réflexion, avec une introspection, avec une transe, les gens vont dire « Norm, ça c'est important pour moi, puis c'est pas urgent. Fais-le. » Tout de suite. Ça c'est important, puis pas urgent, fais-le. Et c'est là que je dis aux téléspectateurs, réécoutez la capsule encore, motivationquebec.com, réécoutez la capsule et appliquez-le à la semaine passée. Tout le monde a des agendas. Regardez votre agenda sur votre iPhone, l'agenda de la semaine passée, et regardez les activités que vous avez faites. Souvent, toutes ces activités-là étaient urgentes et importantes. Tu n'as pas le choix. Tu as le gun sur la tempe. La pression est là, la performance est là. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière, mais heureusement, on peut contrôler ce qui s'en vient aujourd'hui, demain, les prochains jours, les prochaines semaines. Merci beaucoup, Normand. Un gros plaisir. Bonjour. C'est maintenant la fin de l'émission, mais avant de vous laisser, je vous ai promis de vous faire une recommandation afin de vous pousser à l'action. Et cette recommandation est une conférence qui va avoir lieu à Laval, au Château Royal, au 3500 Boulevard du Souvenir. Notez bien l'adresse. Et ça va être une conférence par Marc Gervais qui est intitulée « Faire la paix avec soi ». Marc Gervais est un conférencier que j'ai appris au cours des derniers mois grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux et sur son site Web. Et ce conférencier-là m'a beaucoup rejoint par son approche directe. C'est quelqu'un qui remet les pendules à l'heure et qui remet en question toutes nos priorités, autant familiales, amicales, au niveau de la santé. Bref, c'est quelqu'un qui me fait penser un peu à Jean Nadeau, le gentil distributeur de coups de pied au derrière, mais Marc le fait d'une manière différente que je ne pourrais vous le décrire car il est unique. Donc, je vous le rappelle, conférence avec Marc Gervais le mercredi 16 décembre. Les billets sont au coût d'environ une vingtaine de dollars et vous pouvez vous procurer vos billets au www.marcgervais.com. Vous pouvez aussi en savoir plus sur ce conférencier inspirant sur sa page Facebook Marc Gervais. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que si vous voulez revoir tous nos épisodes depuis les débuts de Motivation Québec le show, rendez-vous sur le www.tvlaval.com ou le www.motivationquebec et n'oubliez pas encore une fois d'aller donner un j'aime à notre page Facebook Motivation Québec. À la prochaine!